Après seulement 18 mois d'essai, McDonald's, installé à Chicago, renonce à son concept de restaurant centré sur les boissons. La firme traverse une zone de turbulence, les ventes mondiales fléchissent, reculant de 1%, et l'action a perdu 15% de sa valeur. La raison est simple, les clients jugent leur menu trop cher et choisissent plus volontiers de manger à la maison. Le projet Cosmix, inauguré à Bolingbrook en décembre 2023, avait pourtant attiré la foule curieuse de découvrir cette carte élargie de cafés et de boissons originales. Même Skywatch a survolé l'endroit pour capturer l'engouement. Mais aujourd'hui, le géant du dollar menu peine à faire franchir ses portes, étouffé par une conjoncture économique défavorable. La journaliste Annie Gasparro raconte comment la chaîne tente de relancer la machine et de remettre des Big Macs sur les plateaux. Lundi, McDonald's a annoncé sa plus forte chute des ventes américaines depuis près de 5 ans. L'épisode de Vicoli, bien que bref, a refroidi les consommateurs déjà prudents sur leurs dépenses. Résultat, les ventes comparables aux États-Unis ont plongé de 1,4% au quatrième trimestre. Au cœur de la tempête mondiale du fast-food, un nom revient sans cesse, McDonald's. Depuis des décennies, la chaîne ne se réduisait pas à quelques burgers servis à la chaîne. Elle incarnait un raccourci vers le mode de vie américain, une vitrine du capitalisme de masse, un drapeau planté de Shanghai à New Delhi. Mais en 2025, ce même emblème s'est transformé en cible. À Pékin, les autorités mettent croix sur la table des projets de taxation pour chaque produit rattaché aux arches dorées du stick haché au cheddar jusqu'aux emballages siglés. À New Delhi, les parlementaires s'alignent, affirmant qu'il ne s'agit pas seulement de protection économique, mais d'une affirmation d'indépendance culturelle. Ici, ce ne sont pas de simples frites ou milkshakes en jeu, c'est une question de fierté de pouvoir et surtout de savoir si les symboles d'une nation peuvent régner sur les trottoirs d'une autre. À Washington, ces droits de douane sont perçus comme un levier supplémentaire, mais l'enjeu dépasse les chiffres. Car ce nouveau bras de fer n'oppose pas seulement des marchandises comme l'acier ou les métaux, il transforme des icônes de consommation en armes d'influence. Même les puces de silicium ne sont pas épargnées dans cette bataille. McDonald's Empire de 200 milliards de dollars et fort de plus de 40 000 restaurants sur la planète voit soudain son avenir asiatique encerclé. Les scénarios sont vertigineux. Un Big Mac à Pékin qui triple de prix en une nuit des familles moyennes de Mumbai, hésitant avant d'offrir un Happy Meal à leurs enfants et à New York, des investisseurs de Wall Street qui observent des milliards s'évaporer au gré des gros titres. Sur Internet, la confrontation fait rage. S'agit-il d'un simple réflexe protectionniste ou bien de la naissance d'un nouvel ordre culturel multipolaire où aucun logo n'est sacré ? Ce qui avait débuté comme une querelle de tarifs s'attaque désormais directement au soft power américain. Lorsque le hamburger devient une arme, la question cesse d'être « qu'est-ce qu'on mange ?» et devient « qui décide de la culture du futur ?» Et c'est précisément ici que commence la véritable intrigue, car entre la stratégie que choisira Washington et la riposte personnelle de Trump, se joue l'avenir de McDonald's. Survivra-t-il comme géant planétaire ou finira-t-il relégué au rang de mise en garde historique ? Restez branchés, cliquez sur s'abonner, aimer et partager, car ici on ne parle pas d'un simple menu, mais d'une véritable ligne de front dans une guerre identitaire mondiale. La nouvelle a frappé Washington comme une décharge électrique. À peine quelques heures plus tard, Pékin et New Delhi dégainaient des droits de douane de 300% sur les hamburgers venus d'Amérique. Dans l'instant, la Maison-Blanche a enclenché l'alerte maximale. Et Donald Trump, fidèle à son style frontal, a foncé devant les caméras. Ses paroles claquaient lourdes de sens, sans appel. Ce n'est pas qu'une histoire de sandwich, c'est une attaque contre notre mode de vie. Dans l'ombre du bureau ovale, les conseillers s'agitaient pour concocter une riposte. Dès le lendemain matin, des fuites révélaient un plan de contre-attaque, frapper l'acier chinois, les biens de consommation et l'électronique d'un tarif de 200%,
touchant des secteurs pesant des centaines de milliards de dollars dans le commerce annuel. Le ton était donné, quiconque s'attaque aux emblèmes des États-Unis verra ses chaînes d'approvisionnement visées en retour. Pourtant, derrière ce coup de poing symbolique se cachait une addition salée. Des analystes de Wall Street ont aussitôt prévenu taxer l'acier et l'électronique ne toucherait pas seulement la Chine, mais surtout les foyers américains. Téléphones, ordinateurs, réfrigérateurs, tous ces indispensables du quotidien risquaient de grimper de plusieurs dizaines de pourcents. Dans un pays déjà étranglé par l'inflation de l'Ohio jusqu'au désert de l'Arizona, les critiques dénonçaient une stratégie qui frapperait plus durement les consommateurs américains que Pékin. Mais Trump, fidèle à son panache, a balayé d'un revers de main ces mises en garde. Devant les caméras drapeaux étoilés dans le dos et patron de l'acier à ses côtés, il a lancé son défi en direct. Pas question de reculer d'1 centimètre. Trump n'a pas décrit la situation comme une simple querelle économique, mais comme une épreuve de souveraineté nationale. Il a convoqué l'imaginaire de la guerre froide, quand un drapeau ou un logo valait presque autant qu'un missile. Ses partisans y ont vu la version la plus pure de leur champion provocateur patriote inébranlable. Mais les chiffres, eux, racontaient une toute autre histoire. Le Dow Jones s'est effondré de près de 500 points en une seule séance, engloutissant des milliards de dollars issus des retraites américaines. Pendant ce temps, cultivateurs de soja et industriels de l'automobile redoutaient déjà d'être les prochaines victimes collatérales de cette partie d'échec planétaire pris entre riposte et représailles. Alors une question lourde de sens s'imposait. Est-il vraiment raisonnable de risquer l'équilibre d'échanges commerciaux valant des trillions juste pour défendre une enseigne de hamburgers? Ou bien McDonald's n'est-il désormais que le substitut idéal d'un affrontement où la nourriture n'est qu'un prétexte et où l'enjeu réel est la répartition du pouvoir mondial? Une chose ne faisait plus de doute, Washington avait planté son drapeau et chacun allait mesurer jusqu'où Trump serait prêt à pousser l'affrontement. Mais c'est alors qu'un coup de théâtre surgit de New Delhi, pile au moment où la Maison-Blanche préparait sa riposte tarifaire contre Pékin. Des fuites du ministère indien du Commerce laissaient entrevoir un plan autrement plus audacieux. L'Inde pourrait imiter la Chine et frapper McDonald's en plein cœur. Ce n'était pas un hasard de calendrier. Depuis longtemps, les responsables indiens dénonçaient la mainmise des grandes chaînes américaines de fast-food. Rien qu'à Mumbai, plus de 80 établissements McDonald's dominent le paysage écrasant des concurrents locaux incapables de rivaliser avec la machine logistique et le marketing colossal du géant américain. Sous pression pour promouvoir des champions nationaux et affirmer une souveraineté culturelle, New Delhi semblait prête à poser sa propre ligne rouge. Selon certains initiés, les mesures envisagées seraient radicales. Limiter les importations de substituts, de viande de produits laitiers ou même de matériaux d'emballage associés à McDonald's. Un commerce qui pèse chaque année des centaines de millions. Et du point de vue de l'Inde, la justification ne souffrait aucune ambiguïté. Pourquoi près de 1,4 milliard d'Indiens accepteraient-ils encore de déjeuner sous un logo américain, alors que des enseignes locales comme Aldiram's ou Burger King sont prêtes à occuper le devant de la scène? Derrière cette interrogation culinaire se cache un enjeu bien plus vaste, la géopolitique. En épousant la ligne dure de Pékin avec ses 300% de tarifs, New Delhi envoie un signal clair, l'heure est à la coordination. La pression exercée sur Washington devient tangible, même si Chine et Inde passent d'ordinaire leur temps à s'affronter pour l'influence sur le continent asiatique. Pour plusieurs analystes indiens, il s'agit d'un test grandeur nature, une expérience stratégique où deux rivaux historiques s'autorisent, l'espace d'un instant, à marcher côte à côte pour freiner l'expansion culturelle américaine. Les cartes sont immenses et la partie se joue à l'échelle planétaire. Si la Chine et l'Inde, soit près de 3 milliards de consommateurs réunis, décidaient de tourner le dos à McDonald's, l'onde de choc pourrait pulvériser la marque et son modèle d'expansion mondiale.
Déjà, les analyses de Wall Street rappellent que l'Asie pèse plus d'un tiers des revenus du groupe. Une offensive coordonnée suffirait à rayer en une nuit des milliards de dollars de sa valorisation boursière. Mais au-delà des bilans financiers, c'est dans les rues que le séisme se sentirait le plus. Imaginez les familles de la classe moyenne de Delhi découvrant la disparition des Happy Meals ou des prix soudain doublés, tandis que les responsables politiques présentent la chose comme un acte de fierté nationale face à l'emprise étrangère. Certains y voient un patriotisme économique, d'autres dénoncent un protectionnisme drapé dans les habits de l'orgueil. Peu importe l'étiquette, le signal envoyé reste limpide. L'Inde ne veut plus se contenter d'être un simple terrain de jeu, elle exige désormais de fixer ses propres règles. Et si New Delhi décidait vraiment de marcher main dans la main avec Pékin dans ce bras de fer symbolique, la question ne pourrait plus être éludée: assisterions-nous à la naissance d'un nouvel axe de puissance, capable de redessiner non seulement les échanges commerciaux, mais l'équilibre du monde entier? Ce qui n'était qu'une dispute tarifaire entre la Chine et l'Inde menace désormais de muter en soulèvement global. À São Paulo, des rumeurs circulant au ministère de l'Agriculture évoquent déjà d'éventuelles restrictions contre les importations de fast-food américains, reprenant presque mot pour mot le script chinois. À Moscou, la télévision d'État jubile devant ce qu'elle décrit comme la chute de l'empire des burgers américains, y voyant la preuve que le modèle consumériste occidental perd enfin son emprise. Et à Pretoria, en Afrique du Sud, des élus brandissent le terme de souveraineté alimentaire, une formule qui pourrait très vite se matérialiser en interdiction et surtaxe. À ce stade, il ne s'agit plus uniquement de McDonald's, c'est tout le bloc des BRICS qui avance en rang serré. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud réunissent à eux seuls plus de 40% de la population mondiale et près d'un tiers du PIB planétaire. Même une coordination limitée de ces 5 puissances suffirait à transformer un simple désagrément pour les entreprises américaines en véritable séisme systémique touchant l'une des exportations culturelles les plus emblématiques des États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe observe la scène avec un mélange d'anxiété et de prudence. Bruxelles se garde bien d'afficher une position, mais en coulisses, les diplomates reconnaissent que la menace est sérieuse. Les restaurants McDonald's de Paris comme de Berlin dépendent en effet de chaînes logistiques transatlantiques, maïs venu des États-Unis, viande en provenance du Canada, machines d'emballage fabriquées en Italie. Le moindre choc rejaillirait non seulement sur les fast-foods, mais aussi sur les agriculteurs, les routiers et les industriels du continent. Et déjà une fissure s'ouvre au sein de l'Union Paris, et Berlin font savoir à voix basse leur malaise face à la ligne dure de Washington, redoutant les conséquences d'une escalade qu'ils ne maîtrisent pas. Les inquiétudes en Europe se concentrent désormais sur 3 points. L'inflation qui s'envole, les chaînes d'approvisionnement qui se grippent, et le prix politique d'une obéissance perçue comme aveugle à l'Amérique de Trump. Les pays du Sud, dépendants du blé et des produits transformés venus des États-Unis, plaident pour la prudence. Quant au mutisme de Bruxelles, il n'a rien d'une neutralité calculée, c'est une hésitation maladive, une faille qui pourrait s'élargir si la crise s'enlise. Le décor est celui d'un équilibre instable où la moindre secousse menace de faire s'effondrer tout le système. Si les BRICS poursuivent leur avancée et que l'Europe se détache, même timidement, de l'orbite de Washington McDonald's, risque de voir sa légitimité s'évaporer. Car une fois que le hamburger se transforme en symbole, la question dépasse la survie d'une chaîne, c'est l'hégémonie culturelle des États-Unis elle-même qui vacille. Et les répercussions ne se limitent plus à Pékin ou à New Delhi, elles frappent désormais au cœur de l'Amérique. McDonald's n'est pas qu'un fast-food, c'est aussi l'un des plus gros acheteurs de l'agriculture américaine bœuf, du Nebraska, pommes de terre, de l'Idaho, produits laitiers du Wisconsin.
Pour des fermiers déjà éprouvés par la guerre commerciale avec la Chine en 2018, le cauchemar recommence. En une nuit, des milliards de contrats paraissèrent prêts à s'évaporer. La Fédération des fermiers américains sonnait l'alarme perdre l'accès à la Chine et à l'Inde, deux marchés en pleine expansion, pourraient faire plonger les revenus agricoles de plusieurs dizaines de pourcents. Les éleveurs redoutaient des troupeaux, en trop, les producteurs de pommes de terre s'attendaient à des montagnes de récoltes invendues. Un dirigeant agricole l'a résumé crûment: quand McDonald's s'enrhume, tout le secteur tombe en pneumonie. La secousse touchait aussi les maillons industriels, sociétés d'emballage dans l'Ohio, transporteurs de l'Illinois, transformateurs laitiers du Minnesota, tous dépendants du gigantesque réseau mondial de McDonald's. Si l'Asie se referme sous l'effet des tarifs, les usines verront leur volume fondre, les ouvriers, leurs emplois disparaître et les villes, leurs recettes fiscales s'assécher. Ce qui ressemblait à une simple querelle commerciale à l'étranger prenait désormais la forme d'une crise sociale sur le sol américain. Puis survint la fameuse lettre d'après des sources proches du dossier. Les dirigeants de McDonald's auraient adressé un avertissement confidentiel à la Maison-Blanche. Si la Chine et l'Inde se ferment, la capitalisation du groupe pourrait perdre des dizaines de milliards, provoquant un séisme à Wall Street et frappant directement fonds de pension, ETF et petits investisseurs. Dans les jours suivants, JP Morgan et Goldman Sachs classèrent l'action McDonald's en catégorie haut risque. Désormais, la crainte n'était plus liée aux burgers eux-mêmes, mais à une contagion financière. Sous cette pression croissante, le climat politique s'est enflammé. Les lobbies agricoles exigeaient des subventions. Les élus des États ruraux pressaient Trump de réagir, mais avec une inflation déjà écrasante et des élections de mi-mandat en ligne de mire, la marge de manœuvre s'amenuisait. La Maison-Blanche s'était enfermée dans un piège. Soutenir McDonald's revenait à être accusé de sauver le Big Food, au risque de provoquer une fronde rurale capable de faire basculer des États entiers. Le dossier n'avait plus rien d'une banale querelle commerciale. Il s'était mué en crise intérieure, brouillant les frontières entre exploitations agricoles, usines et marchés financiers. Et alors que le grondement du contre-coup s'intensifiait, un nouveau champ de bataille surgissait à l'étranger, celui de la propagande. En Chine et en Inde, la guerre ne se menait pas seulement dans les salles de marché, mais sur les écrans de télévision. À Pékin, les programmes du soir diffusaient des séquences où McDonald's était brandi comme l'incarnation de l'invasion culturelle occidentale. Chaque burger était présenté comme une démonstration d'arrogance américaine, chaque Happy Meal comme une fissure sournoise dans l'identité nationale. Le message limpide touchait des millions de spectateurs captivés. Le brasier le plus incandescent pourtant n'était pas dans les rues, mais sur la toile. Sur Weibo et Douyin, les appels au boycott se sont répandus comme une traînée de poudre, engrangeant des milliards de vues. Des vidéos montraient des jeunes jetant les frites de McDonald's à la poubelle, tandis que des influenceurs glorifiaient les enseignes locales avec des slogans patriotiques. Ce mouvement n'était pas une simple manœuvre de propagande, il réveillait un ressentiment ancien, l'idée que franchir les arches dorées n'était plus une distraction innocente, mais une véritable offense à la fierté nationale. Plus ce récit gagnait du terrain, plus les opportunistes flairaient le filon. Des start-up locales du fast-food se lançaient dans des campagnes publicitaires, revendiquant l'étiquette de choix patriote. Burger King, par exemple, mettait en avant ses burgers de panure épicés comme riposte directe au Big Mac américain. Chaque repas proposé par les chaînes locales devenait un acte politique. Manger indien, c'était soutenir l'Inde. Ce message frappait fort, non pas parce qu'il était martelé de force, mais parce qu'il trouvait un écho direct auprès d'une génération avide de forger sa propre identité culturelle. Les gouvernements de Pékin et de New Delhi surfaient sur cette vague.
En Chine, la campagne servait de justification idéale au tarif de 300%, démontrant au public qu'écarter McDonald's relevait moins d'un calcul économique que d'un acte de souveraineté. En Inde, ce soutien populaire offrait une couverture politique bienvenue à des restrictions qui autrement auraient sans doute suscité la controverse. Ce qui avait débuté comme une querelle de taxes se transformait en un mouvement collectif nourri par des hashtags, des mèmes et la puissance brute de la dynamique sociale. Et les retombées humaines ne s'arrêtaient pas à la symbolique culturelle. Chaque passant qui ignorait un McDonald's à Shanghai ou à Mumbai représentait une vente envolée, une perte de revenus et une fissure supplémentaire dans la confiance déjà vacillante de Wall Street. À mesure que ces récits gagnaient du terrain, ce n'était plus seulement McDonald's qui vacillait, mais la capacité même des États-Unis à diffuser leur influence par le biais de leur marque. Lorsque le hamburger se métamorphose en ligne de front, la question cesse d'être « McDonald's saura-t-il s'adapter ?» pour devenir « Le soft power américain survivra-t-il à l'ère des boycotts ?» L'histoire, en réalité, ne s'achève pas sur une bataille de tarifs, mais sur une interrogation brûlante, car la Chine et l'Inde fortes de plus de 2 milliards d'habitants venaient de transformer une simple chaîne de fast-food en véritable champ de bataille diplomatique. Leur action n'était pas une manœuvre économique de plus, mais une offensive dirigée contre le pouvoir doux de l'Amérique, un défi frontal lancé à une domination culturelle qu'on croyait inébranlable. Ainsi, McDonald's, longtemps réduit à l'image de burgers et de frites bon marché, s'érigeait désormais en toute autre chose, une arène de lutte symbolique où s'affrontaient images, habitudes et fierté nationale. À Shanghai, croquer dans un burger n'était plus un simple repas, c'était une épreuve de loyauté. À Mumbai, un Happy Meal s'évaluait soudain à l'aune de l'identité nationale. Et dans les couloirs de Washington, les stratèges comprenaient que derrière ce qui ressemblait à une querelle commerciale se cachait en réalité un affrontement d'une toute autre ampleur. Les experts parlaient déjà d'une guerre symbolique, le premier chapitre d'un long duel où les icônes culturelles elles-mêmes se changeaient en armes. Logos, cinéma, sport, gastronomie, tout devenait champ de bataille où chaque boycott, chaque hashtag et chaque décision de consommateur dépassait largement la caisse du fast-food. Les implications étaient vertigineuses. Si McDonald's, colosse valorisé près de 200 milliards de dollars, pouvait chanceler sous l'effet d'une pression politique concertée, qu'adviendrait-il des autres géants? Si le pouvoir doux pouvait être taxé restreint, rebaptisé comme ingérence étrangère. Comment l'Amérique conserverait-elle son influence planétaire? Et surtout, si une chaîne de burgers en venait à incarner l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, quelle serait la suite? Car ce récit n'était pas une histoire de commerce, mais celle d'un nouvel équilibre des forces. Écrit non pas dans les traités, mais dans les choix quotidiens de milliards de personnes. McDonald's pouvait encore s'adapter, pouvait survivre, mais il ne serait plus jamais question de nourriture uniquement. La véritable interrogation restait ouverte. Washington protégera-t-il son icône mondiale? Ou bien McDonald's entrera-t-il dans les livres d'histoire comme la première victime d'une guerre inédite, la guerre des symboles? Si cette analyse vous éclaire, pensez à sauvegarder la vidéo, la partager et à laisser votre avis en commentaire, car ce débat ne fait que commencer.